Alors, nous voilà de retour et je veux vous dire, vous avez un scoop, une primeur internationale parce que si vous voulez avoir accès au rapport sur la circularité, vous pouvez justement en prendre connaissance sur le site de Recyc Québec. Mais le communiqué de presse officiel, lui, va être diffusé seulement à 12h01 aujourd'hui. Alors déjà, vous pouvez prendre un peu d'avance. Et allons-y justement avec une petite question quiz sur ce rapport. Est-ce que vous êtes surpris de voir que l'économie du Québec est circulaire à 3,5 Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais dans les choix, oui, je pensais que l'économie du Québec était plus circulaire ou non, je m'attendais à peu près à ça. Alors, je vous laisse quelques secondes pour y répondre parce que ça va sûrement alimenter notre prochain panel, de savoir quel est votre état d'esprit. Est-ce que vous, parce qu'on parle toujours du Québec comme étant un modèle, et là, je vous l'ai dit, hein, aujourd'hui, on parle des besoins de base. Alors, on a parlé de se loger, on a parlé de se nourrir, et là, on va parler de se vêtir. La filière du textile et de l'habillement est fortement mondialisée, on le sait, on l'a déjà vu dans des reportages assez catastrophiques d'ailleurs. C'est une industrie qui génère d'importants impacts environnementaux, tant en matière d'énergie utilisée, de consommation de ressources, d'émissions de gaz à effet de serre, de pollution de l'eau. Finalement, ça a pas, il faut trouver des qualités. De la conception jusqu'aux vêtements, jusqu'à la fin de leur vie, c'est l'ensemble de la filière qu'on peut justement mettre, qu'on peut valoriser, où on peut justement s'assurer qu'il y a davantage une circularité dans les processus. Mais on va essayer de voir comment. Juste avant, je me demandais si on avait nos résultats. Est-ce que les gens sont surpris de voir la circularité de l'économie du Québec? Alors, on regarde ça. Ah, ben mon Dieu, c'est assez partagé. Certains pensaient que le Québec était plus circularisé, mais que l'économie du Québec était plus circulaire. Mais donc, d'autres s'attendaient à peu près à ce pourcentage-là. Donc, c'est un peu un moitié-moitié. Certains sont surpris positivement, d'autres le sont peut-être un peu plus négativement. Donc, je reviens sur cette façon de se vêtir, cette chaîne d'approvisionnement du vêtement, de la conception jusqu'à la fin de vie de nos vêtements. Et il y a beaucoup à faire, vraiment, il y a beaucoup à faire, mais il y a des gens qui s'en occupent. Et justement, on va recevoir aujourd'hui 3 personnes qui sont dédiées à faire en sorte que l'économie circulaire soit plus présente dans cette chaîne du vêtement. Et on commence avec Marianne Coquelicot-Mercier, qui est conseillère en économie circulaire pour l'industrie du textile. Il y a plus de 10 ans que Marianne s'est donnée comme mission de participer au déploiement de l'économie circulaire dans l'industrie du textile. Son expérience terrain et ses projets de recherche, parce qu'elle continue de faire des projets de recherche, lui donnent une vue d'ensemble de l'industrie et une compréhension globale des enjeux du secteur qu'elle va nous présenter. Marianne, à vous la parole. Bonjour. Alors, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter des stratégies d'économie circulaire spécifiques à l'industrie textile. Tout d'abord, se vêtir, qu'est-ce que c'est? La première chose, c'est une façon de protéger notre corps, n'est-ce pas, contre les intempéries. Mais la deuxième chose qui est hyper importante, c'est surtout un moyen de communication. C'est une façon de démontrer nos émotions, notre statut social, notre appartenance et nos valeurs personnelles. Le vêtement, c'est extrêmement complexe et c'est aussi très complexe à produire. Il faut d'abord faire une fibre avec laquelle on fera un fil. Du fil, on pourra faire un tricot, un tissage, un long tissé qui sera ensuite coloré et puis ensuite coupé et cousu. Les matériaux textiles eux-mêmes, les fibres sont extrêmement complexes. On a au moins 4 grandes familles de fibres, mais qui en contiennent au moins une trentaine de fibres différentes. Donc, les fibres naturelles, végétales et animales, et les fibres faites par l'homme, qui incluent des fibres artificielles, qui sont, elles, faites avec de la cellulose des plantes, et les fibres synthétiques, qui, elles, sont des dérivés du pétrole. D'un point de vue de production mondiale, depuis les années 70, on a vu une explosion de la production de polyester. C'est une fibre extrêmement versatile. Donc, aujourd'hui, on est à peu près à 63 de la production mondiale de polyester, avec environ 24 de coton, et un petit pourcentage, 6 de fibres artificielles, donc celles qui sont faites à partir de cellulose. Par contre, si on regarde les tendances, on voit une augmentation
des fibres de cellulose et on comprendra pourquoi plus tard dans ma présentation. Pour faire un portrait rapide et très simpliste, disons, du Québec, je vous présente ici les données qui ont été présentées dans le rapport Mutrec paru en novembre 2020. Donc, le Québec consomme 343 000 tonnes de produits textiles neufs par an sur son territoire. Par contre, seulement, plutôt, jusqu'à 82 de ces produits sont importés. 30 sont exportés, que ce soit des produits neufs ou des produits usagés. 48 de ce qu'on consomme est malheureusement enfoui ici. On ne compte que 6 des produits totaux qui sont recyclés. Et ce recyclage-là, aujourd'hui, c'est principalement des chiffons industriels. Alors, pour ce qui est des impacts environnementaux, il y a évidemment des impacts à tous il y a des impacts à tous les cycles de vie. Je vous les présente rapidement ici. Je ferai pas, en fait, je ne ferai pas la présentation. On va aller directement à l'économie circulaire. Comment les stratégies d'économie circulaire... Ah, oups! Voilà le défi. Donc, ce qui est important de se souvenir, c'est que dans la chaîne linéaire de production textile, là où il y a le plus d'impact, c'est à la production. Donc, la phase où on produit les fibres, le fil, les étoffes et les produits. Pourquoi? Bien, principalement parce que les textiles sont produits dans des pays où le cocktail énergétique est basé sur les énergies fossiles. Voilà. Donc, comment est-ce que les stratégies d'économie circulaire peuvent venir améliorer les impacts ou minimiser les impacts environnementaux de la chaîne de production textile? Alors, ce que vous voyez à l'écran ici, c'est un schéma qui regroupe toutes les stratégies d'économie circulaire que l'on peut appliquer à l'industrie textile. Donc, on va commencer d'abord avec la première phase. Est-ce que vous voyez mon pointeur? Oui, j'imagine. La première étape, qui est les matières premières. Donc, ici, l'idée avec les matières premières, c'est de se séparer de notre dépendance au coton et d'aller diversifier les fibres végétales. Donc, d'aller vers des fibres comme le lin et le chanvre qui demandent moins d'eau, moins d'herbicides, moins de pesticides, qui peuvent pousser dans des climats plus tempérés. Ensuite, évidemment, pour les matières synthétiques, on va tenter de faire du recyclage. Alors, ce qu'on voit beaucoup, c'est le recyclage des bouteilles de plastique en fibre de polyester et des filets de pêche de nylon qui sont recyclés pour en faire du nylon pour les vêtements. Maintenant, les fibres artificielles, donc celles qui sont faites avec le procédé lyocell, sont très intéressantes. Le procédé lyocell, c'est un procédé en boucle fermée. Donc, il n'y a pas de rejet dans l'environnement des solvants qui servent à dissoudre la cellulose. C'est aussi très intéressant de savoir qu'on peut dissoudre la cellulose des tissus faits de coton pour en faire une fibre lyocell. Intéressant, n'est-ce pas? Maintenant, la deuxième phase, la phase de production qu'on voit ici, donc la première chose, c'est qu'il y a énormément de retailles, il y a 15 à 20 de tissus qui se retrouvent sur les planchers de production et qui sont jetés. Donc, dans les stratégies qu'on voit, on peut récupérer les retailles et les réinsérer dans le produit comme Camille peut faire avec ses intérieurs de bottes en non-tissé. On connaît aussi, ou peut-être vous connaissez peut-être l'entreprise Attraction qui utilise ces retailles, qui les broie et qui en fait de la bourre pour des coussins. On peut aussi éliminer totalement ces fameuses retailles en utilisant une technique de patron zéro déchet. Donc, c'est un patron qui utilise tout le tissu sans laisser de morceaux non utilisés. Évidemment, ce type de patron est extrêmement complexe à réaliser et ça demande un changement de paradigme. C'est-à-dire que ce n'est plus le style du vêtement qui dicte la forme du patron, mais c'est bien le patron qui dicte le style du vêtement. Maintenant, pour la question des énergies, eh bien, évidemment, les entreprises pourraient tenter de faire produire les produits textiles dans des pays où on utilise des énergies renouvelables plutôt que des ressources fossiles.
Un des très gros problèmes de l'industrie textile, c'est les produits toxiques dangereux qui sont utilisés dans les teintures. Le défi, évidemment, c'est on souhaiterait ne plus utiliser de produits toxiques, mais il faut trouver des produits de rechange. Mais un des défis, c'est que c'est les eaux de teinture qui sont très abondantes dans certains pays où les normes environnementales sont moins suivies. Les eaux de teinture se retrouvent dans l'environnement, dans les cours d'eau. Donc, on peut voir des entreprises qui développent des façons de teindre les tissus sans eau. Donc, c'est une coloration à sec à l'aide d'une technologie qui utilise le CO2 hypercritique. Clin d'œil à Claude Maillard-Picard ici. Donc, si on continue avec des stratégies qui ici touchent beaucoup plus des modèles d'affaires innovants, qui se trouve dans la section de la distribution et de l'usage. Alors, on va aller voir des stratégies où, pour allonger la durée de vie du vêtement, on va le réparer et faire des retouches. Patagonia est un chef de file dans ce domaine. Donc, ils font de la réparation en magasin des vêtements et ils ont aussi tout un système de collecte de vêtements, de réparation qu'ils mettent en vente ensuite sur leur propre site avec une nouvelle étiquette qui s'appelle Worn Wear, qui identifie donc le vêtement comme ayant été réparé, qu'il est dans sa deuxième vie. Pour ce qui est de l'économie de partage, c'est très commun. C'est très commun. C'est commun dans l'industrie du vêtement de réutiliser, n'est-ce pas? Mais là, ici, on commence à avoir des nouveaux modèles d'affaires où on échange les vêtements qu'on partage entre nous, évidemment pour les vêtements mode, mais ce type d'économie de partage-là est hyper intéressant pour les vêtements d'enfants, parce qu'on sait, les enfants grandissent à vitesse grand V, donc on doit changer les vêtements très régulièrement. Donc ici, c'est des systèmes où on a un membership, où on échange, etc. Vous aviez compris. Pour ce qui est de l'économie de fonctionnalité, il y a très, très peu d'exemples dans le milieu de la mode, mais une entreprise se démarque, c'est Mode Jeans, où en fait, eux, ils produisent des jeans, ils les louent, et au moment où le vêtement n'est plus, l'usager ne veut plus son vêtement, il le redonne à l'entreprise qui, elle, décide s'il est encore en assez bon état, ils vont le relouer comme un vintage, ou s'il est trop abîmé, ils vont le recycler, défibrer pour en refaire un fil de coton pour faire des jeans. Voilà. Alors, nous sommes rendus à l'étape de la récupération, n'est-ce pas? Dans le monde de l'économie circulaire, il n'y a plus d'élimination. On parle ici de récupération. On doit faire une distinction entre la récupération et le recyclage. Ce sont deux choses complètement différentes. La récupération, c'est le geste de détourner un produit de l'enfouissement. Le recyclage, c'est vraiment une transformation du produit et de la matière. Donc, dans la portion récupération, on a le réemploi et le redesign. Donc, le réemploi, vous connaissez très bien Renaissance. Je vais laisser M. Saint-Arnaud vous donner plus de détails après ma présentation. Évidemment, le réemploi a quelques défis qui viennent de la qualité même des vêtements, c'est-à-dire qu'on est dans un monde où les vêtements sont faits pour être portés et jetés, donc ils s'abîment, ils sont usés beaucoup plus rapidement, n'est-ce pas? Donc, pour ce qui est du redesign, lorsqu'on parle de redesign, c'est vraiment de prendre un morceau de vêtement, de le tailler à nouveau et d'en refaire un nouveau produit. Ici, je vous présente 3 exemples où on vient vraiment travailler sur une matière en particulier, la fourrure, le denim et la laine. Donc, on valorise une matière. Le redesign est super intéressant parce qu'il donne beaucoup, beaucoup de valeur. Toutefois, c'est une approche qui demande beaucoup de travail manuel, n'est-ce pas? Exact. Oui, où est-ce qu'on est rendu dans la... Enfin, Marianne. Ah oui, hein, c'est ça? Déjà, ça passe vite, 10 minutes, pour parler avec autant de passion et nous dresser un portrait très global. Je vous remercie beaucoup. D'accord.
Alors, merci infiniment, mais on va y revenir, hein? Marianne, vous savez qu'on va avoir la chance d'avoir des questions, donc il n'y a aucun problème. Mais moi, je veux vous remercier effectivement parce que vous nous avez donné toutes ces pistes. Et mon Dieu, je me dis, il faut pas qu'on arrête. En fait, on a arrêté, mais il faudrait qu'on réapprendre aux jeunes à pouvoir coudre des boutons, faire réparer, mettre une petite pièce sur un pantalon. Ça durerait peut-être plus longtemps. Et on pourrait, et vous en avez parlé, justement, mettre de l'avant davantage cette économie de partage, cette économie aussi de réutilisation avec le défi dont vous avez parlé du fait que peut-être que la qualité n'est pas toujours là. Éric Saint-Arnaud est directeur général de Renaissance. Éric est dans le milieu des affaires depuis le début de sa carrière. Il a progressé rapidement d'abord dans le secteur privé et il a occupé différents postes en vente, en gestion de commerce au détail. Et en 2005, il a rejoint l'équipe de Renaissance à Montréal à titre de directeur des ventes et il supervise également les équipes du marketing, de la gestion immobilière. Il est aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, le directeur général de Renaissance. Éric, à vous la parole. Parlez-nous là, justement de ce réemploi et de ce partage. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je vais vous parler de Renaissance qui est vraiment autour du réemploi, puis je vais vous expliquer un peu qui est Renaissance et qu'est-ce qu'on fait. Donc, pour commencer, je voulais vous montrer notre vision de l'organisation qu'on a développée. Donc, on voudrait devenir un leader de l'économie sociale. On veut créer un réseau innovateur de partenariats. Je vais vous en parler un peu plus loin du partenariat qui est autour du réemploi, dans le but de créer des programmes d'employabilité parce que c'est notre raison d'être première de l'organisation Renaissance, au travers d'une activité économique avec des valeurs de solidarité, mais de développement durable. Donc, tout est basé autour du développement durable et des programmes d'employabilité. Donc, on a une triple mission. On a une mission sociale. On est une organisation à but non lucratif. Donc, tous les revenus sont autogénérés, sont réinvestis dans l'organisation. Donc, on a une mission sociale d'insertion. Donc, on aide les gens à intégrer le marché du travail. Donc, des gens qui sont éloignés, qui sont en difficulté. On a une mission environnementale de réemploi. Vous allez voir, dans l'économie circulaire, pour nous, on est dans le réemploi, puis on veut développer le recyclage. Mais le gros chez nous, c'est on est dans le réemploi. Et l'économique, donc on fait la vente de biens usagés. Donc, l'environnemental, on récolte, on récupère. On fait la revente de biens usagés au travers d'une friperie et plusieurs friperies à travers le réseau. Donc, Renaissance. Les activités dans lesquelles nous sommes, la première, c'est l'employabilité. C'est la raison d'être. Ceci étant dit, avec les années, cette raison d'être est demeurée, mais on a développé davantage l'autre mission environnementale. Je dirais qu'elles sont presque à l'égalité. C'est que oui, la raison d'être reste d'aider des gens, mais le réemploi avec les dernières années est devenu peut-être une nouvelle façon d'être chez l'ensemble des citoyens. Aujourd'hui, ça fait un peu plus partie des mœurs. On est une entreprise intégrée, donc on gère notre propre transport, le marketing, l'immobilier, l'informatique, la comptabilité, les ventes, donc l'ensemble des départements de l'organisation. On réinvestit 100% des surplus dans l'organisation parce qu'en fait, on est un OBNL, donc on est né des citoyens, on reçoit des dons des citoyens, puis tout retourne aux citoyens. C'est pour ça qu'on fait des programmes d'employabilité. Et on travaille sur le développement social, donc les programmes d'insertion, environnemental, des tournées, des sites d'enfouissement le maximum de matière, et au point de vue économique. Donc, on génère nos propres fonds financiers parce qu'on est autonome financièrement, comme je vais vous l'expliquer un peu plus loin. Donc, Renaissance en chiffres, aujourd'hui, on a 55 bâtiments un peu partout dans la région métropolitaine et maintenant à l'extérieur de la région métropolitaine, que je vais vous parler au travers des partenariats. J'ai inscrit 1000 employés. Je vous dirais qu'aujourd'hui, on est plus à 1150 employés permanents. Donc, c'est des gens qui ne sont pas là en insertion sociale. Donc, c'est tous des employés permanents. Vous avez des cadres, des gérants de magasins, des préposés donateurs, des caissiers. Donc, la majorité de nos employés, c'est des employés permanents, temps plein. On est à l'inverse du commerce du détail. Donc, la majorité de nos employés sont permanents avec des bénéfices, fonds de pension, REER collectif, des assurances collectives. Et je vous dirais que cette année, si tout va bien, là, parce que là, il y a eu la COVID la dernière année, comme tout le monde le sait, on devrait aider autour de 3000 personnes à intégrer le marché du travail. J'ai marqué annuellement, c'est que ce chiffre-là progresse d'année en année. On devrait être autour de 1,4 million de personnes qui nous donnent, donc 1,4 million de donateurs. Ça va vous donner tantôt le poids qu'on détourne des sites d'enfouissement. On est autour de 3 millions de transactions dans nos magasins pour cette année. Ceci aussi est en croissance. Puis on a une entente avec Emploi Québec pour l'insertion sociale. Donc,
c'est 4,3 millions de dollars qu'on reçoit de l'État pour 210 personnes servies. Donc, vous comprenez que les 3 000 personnes entre les 210 et les 3 000 proviennent des fonds autogénérés et qui viennent du marché du réemploi. Donc, c'est l'importance du réemploi dans l'économie québécoise. Vous allez le voir en chiffres, c'est quand même faramineux. Donc, chez nous, la croissance est autour de 15 % par année, autant de la matière qui ont détourne des sites d'enfouissement, l'augmentation des revenus autonomes, puis la croissance de la mission, donc le nombre de personnes aidées par année. C'est autour de 15 % pour l'ensemble. Donc, on a développé un nouveau modèle, puis quand je vous ai parlé tantôt de la vision qui est autour de développer des partenariats, donc on a développé des partenariats, puis je vous ai fait une petite image qui est un peu drôle et simpliste, là, mais en fait, c'est qu'on a une mission sociale qui est d'aider les gens à intégrer le marché du travail et on a une mission environnementale qui est de détourner le maximum de biens pour les réutiliser au lieu de les envoyer au site d'enfouissement. Mais on fait partie de l'économie sociale, donc on est dans une économie où on utilise l'économie pour l'être humain. C'est l'inverse que d'utiliser l'être humain pour l'économie. Puis on fait partie de l'économie circulaire vraiment dans le 3VE d'Emploi Québec, là, de Recycle Québec. C'est en fait, on est dans le deuxième R. Donc, on est dans le réemploi, réduction à la source. On aimerait tous ça, mais ça prend plus de temps. Mais on est dans le réemploi qui peut être fait plus rapidement puis qui peut être réutilisé plus rapidement. Donc, dans les partenariats, on essaye de redonner aux citoyens le pouvoir d'achat pour réutiliser et en recréant de la richesse. C'est ce qu'on essaie de travailler avec les partenaires qu'on a. Donc, par exemple, un des modèles qu'on est en train de développer, c'est un partenariat. On en a plein de partenariats. On en a une cinquantaine. Je vais vous en parler de un, qui est un partenariat qu'on a avec la ville de Sherbrooke. Donc, on travaille avec Récupex, qui est une organisation locale qui, bon an, mal an, détourne 4 millions de livres d'articles, principalement du textile, des souliers, bon, tout ce qui est textile. Accessoires, vêtements et tout, qui détournent des sites d'enfouissement. Puis, il n'y avait pas de magasin. Donc, on s'est installé avec un magasin et avec le partenariat, on travaille ensemble dans eux, ils récupèrent localement, on diminue le transport au lieu de sortir la matière de la ville, on travaille localement, créer des emplois, on revend localement par le biais de notre magasin et tout l'argent est réinvesti pour créer des programmes. Donc, on récupère, on vend localement, moins de transport, donc moins de gaz à effet de serre, on réutilise la matière directement qui est dans la ville et on peut aussi augmenter le volume. Étant donné que maintenant on a un point de vente, l'organisation peut augmenter le volume par le nombre de points de chute. Je vous dirais que présentement, on est présentement 55 locaux, région métropolitaine, comme je vous disais, puis en Sherbrooke, on est déjà en train de développer 3 autres régions, dont Gatineau, qui devrait arriver dans la prochaine année. Donc, dans la province de Québec, on travaille avec beaucoup de partenariats. Donc, il y a d'autres villes qui s'en viennent très prochainement, puis on veut aller un peu partout dans la province. C'est un modèle qui est inclusif, à travailler avec les organisations qui sont déjà locales, puis détourner davantage de matière des sites d'enfouissement. Donc, je pourrais vous dire que les défis majeurs sont autant au point de vue de la récupération que de la vente. Récupération, il y a de la concurrence. C'est sûr et certain qu'il y a le privé qui est là, qui veut récupérer, mais qui envoie l'argent peut-être plus à l'extérieur du pays. Mais la réglementation municipale est le plus gros. Vous avez peut-être vu, on a une table de concertation qui a été menée par le support. Donc, il y a un mémoire qui a été déposé à la Ville de Montréal, puis le gros était la réglementation municipale qui est difficile pour augmenter le nombre de points de chute plus près de la population. On ne peut pas être comme des écocentres loin de la population. Il faut être très, très près de la population si on ne veut pas que les matières se retrouvent dans les déchets. Trouver des solutions pour le recyclage. C'est vraiment un défi parce que le textile, bon, tantôt vous l'avez appris, le textile, c'est très difficile de trouver des techniques de recyclage, puis il faut du volume. La vente, il faut sortir des schèmes de base, l'usager pour les démunis. Non, c'est pour monsieur et madame tout le monde, diversifier la clientèle. Il faut démocratiser. Il y a une tendance lourde, mais selon l'étude Kijiji du réemploi, on est un peu en retard au Québec. On a besoin d'avancer. Donc, il faut ouvrir plus de magasins et plus de points de chute. Donc, présentement, on va cette année détourner 28 000 tonnes Renaissance des sites d'enfouissement. Et notre plan, c'est que d'ici 10 ans, on devrait être autour de 90 000 tonnes. Pour vous donner une idée, la tarte chez nous, c'est, vous pouvez le voir présentement, ça a l'air d'être 50 juste vêtements, mais le textile, il faut additionner les accessoires vêtements et les chaussures. Donc, on s'approche du 70 Puis dans les autres items, nous, on récupère tout. Je sais que présentement, on parle de textile ici sur la table, mais nous, on récupère tout. Les articles, la vaisselle, les jouets électroniques, l'électrique, les livres, les petits meubles, la décoration. Donc, tout article qu'on peut dévier des sites d'enfouissement. Donc,
Je veux dire que les impacts de la pandémie pour nous, là, et vous avez dû le voir de plusieurs organisations locales, les dons, l'augmentation du volume, mais en même temps, oui, il y a une augmentation, là, puis il y a une affluence de dons à la réouverture, mais il y a énormément de citoyens qui ont jeté durant la pandémie versus de venir de donner. Il y a énormément de dépôts sauvages qui détruisent les biens. Il y a une augmentation des ordures parce que ça a été laissé un peu pendant qu'on était fermé et qu'on ne pouvait pas ramasser. La seule il y a une augmentation de la demande. La clientèle est plus exigeante du type de magasin, diversification des produits. Ils veulent une meilleure expérience client, puis ils veulent les prix les plus bas. Ceci étant dit, il y a une augmentation de la clientèle, non pas parce qu'il y a plus de besoins, mais beaucoup parce que les gens ont répondu à l'appel du premier ministre pour être davantage local. Je dirais que le futur de l'usager, développer des partenariats avec les OBNL pour nous, sensibiliser les citoyens à donner davantage, démocratiser la vente de l'usager, une expérience clientèle comparable à tout magasin de vêtements neufs, mais aller vraiment dans le réemploi. Il faut investir dans des technologies de recyclage de matières, les emmener au Québec vu qu'on n'a pas, et diversifier les commerces de proximité. Et je laisse la parole. Merci beaucoup. Merci à vous, Éric. Oui, je suis d'accord avec vous. La COVID a comme changé un peu les choses. Et il y a un défi, je pense, à définir ou à relever de manière à rendre ça encore plus cool. Je pense qu'il y a déjà des gens qui trouvent ça chouette. Et tantôt, on y faisait référence, Marianne en parlait, à l'effet que ça veut dire beaucoup ce qu'on porte. Bien, justement, ce qu'on porte, que ça soit, par exemple, quelque chose qui a déjà été porté, ben c'est quand même, je pense qu'il y a un travail à faire, mais c'est quand même beaucoup plus, comment je dirais, plus cool. Je pense que c'est le mot. Je m'excuse du mot anglais. C'est plus cool, alors que ça l'a déjà été. Alors, merci beaucoup, Éric. On va revenir à vous lors de la période de questions. On enchaîne maintenant avec Anne-Marie Laflamme. Anne-Marie est en affaires avec sa meilleure amie depuis plus de 12 ans. Ils ont fondé ensemble Atelier B. C'est une ligne pour femmes, pour hommes, pour enfants, fabriquée localement, bien sûr, à Montréal, à partir de fibres naturelles, mais elles se sont donné le défi de déchets zéro. Alors, on va voir avec Anne-Marie comment ça se passe. Anne-Marie, à vous la parole. Vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, c'est parfait. Parfait, je recommence alors. Merci pour la présentation. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Alors, est-ce que c'est possible de la partager à nouveau? Voilà. Vous m'entendez et vous me voyez? Merci, désolée pour le faux pas. Alors, bon, merci pour la présentation. Quand Catherine et moi, on a commencé en fait à travailler sur Atelier B, c'était en 2007, bien que la marque a été mise sur le marché en 2009. Puis, à l'essence de notre projet, il y avait deux grands axes qui sont comme le cœur du projet. On voulait créer une ligne de vêtements minimaliste, mais qui était, produite localement, et deux, qui avait le moins d'impact négatif possible sur l'environnement. Donc, c'est comme mis des grands défis pour commencer. Mais depuis le jour 1 de la création d'Atelier B, on s'est questionné, nous, sur notre travail. Puis, le moteur, en fait, qui nous fait avancer, c'est justement d'améliorer nos processus pour réduire notre empreinte. C'est ça qui motive nos changements. Puis là, moi, je suis ici aujourd'hui pour vous parler en tant que designer puis entrepreneur. Là, je ne suis pas ni une chercheure ni une scientifique. Mais ce qu'on m'a demandé, c'est de partager avec vous les réflexions qui nous ont menés au projet d'économie circulaire qu'on vient de lancer ce printemps. Puis ça me fait plaisir de vous le présenter. Avec les saisons puis les collections qui ont passé, nous, on a amélioré chacun de nos processus. Le mode de livraison, le choix de nos fibres, les étiquettes, la fabrication de petits objets avec nos retailles, les dons de nos retailles à des artisans récupérateurs. On a mis beaucoup de choses en place, mais l'impression qui nous restait tout le temps, c'était justement ça, qui est une citation de Brongard et McDonough, qui sont deux des pères de l'économie circulaire, si on veut. C'est qu'on faisait moins pire, mais ce n'était pas bien faire, ce n'était pas suffisant. Une fois par année, je faisais une espèce de cauchemar où j'étais ensevelie sous tous les vêtements qu'on a vendus depuis la dernière décennie, Catherine puis moi, puis je le racontais tout le temps à Catherine, j'avais comme un sentiment un peu d'une pression.
Puis, il fallait qu'on se ramène à pourquoi c'est utile puis pertinent ce qu'on fait, en fait, à l'atelier. Oui, nos vêtements permettent à nos clients puis nos clientes de se sentir bien, en confiance. Un vêtement, ça nous aide à être confortable, à s'exprimer. Ça a un impact là, sur notre attitude puis notre humeur, un peu comme l'art. Donc, c'est correct de vouloir s'entourer de beau. Il fallait qu'on se le répète une fois de temps en temps. Mais puis c'est aussi essentiel de garder un savoir-faire local. On l'a surtout vu dans la dernière année là, avec l'importance de la production locale. Donc oui, on voulait créer du beau ici, mais comment bien le faire? C'est toujours ça notre question. Donc, 80% de l'impact d'un vêtement il est décidé à l'étape de la conception. Puis ça tombe bien dans le fond parce que Catherine et moi, on est 2 designers. On n'a pas ou peu d'impact auprès de nos fournisseurs textiles. T'sais, nous, on est une micro-entreprise. Donc, des fois, on essaye de nous convaincre que leurs certifications sont bonnes, mais on lit, on s'informe. Des fois, c'est du greenwashing. Des fois, c'est des bonnes certifications. Puis même si nous, on continue de ramer pour que nos fournisseurs de tissus soient plus transparents, on est super exigeant envers eux, on pose des questions, on demande des preuves à chaque commande. Mais on n'a pas beaucoup d'impact sur cette portion-là. Donc, nous, on s'est mis des balises. On a décidé d'utiliser des matières de qualité, c'est la priorité, qui sont faites à partir de fibres naturelles. Puis nos fournisseurs doivent être dans des pays qui respectent les droits de l'homme. Donc, qui ressemblent le plus possible, en fait, aux conditions dans lesquelles nous, on fabrique nos vêtements. Donc, pour le reste, notre impact, on s'est dit que nous, il est au niveau de la conception, puis c'est là qu'on s'est mis à mettre nos énergies. On a commencé par changer un peu la façon dont on fonctionne avec nos productions pour créer pour des besoins qui sont spécifiques à nos clients. Parce qu'on le sait, un des problèmes de l'industrie de la mode, c'est les surplus d'inventaire. Il y en a beaucoup qui sont jetés, qui sont incinérés. On sait ce que ça fait sur notre environnement. Donc, nous, on a décidé de créer selon la demande. Ça a été un premier pas. Donc, on a mis sur place un système de surcommande en ligne pour les clients. On fait des plus petites productions plus fréquentes. Donc, on essaye d'éviter les surplus. On attend les ruptures d'inventaire avant d'en reproduire. Puis parfois, on va faire des productions de juste les tailles manquantes. Donc, même si c'est plus de logistique au niveau de la production, ça l'évite d'avoir des surplus. Puis souvent, justement, on choisit de mettre les styles en pré-vente pour vérifier l'intérêt des clients puis ajuster nos quantités en fonction de ce qu'ils nous disent. Parce qu'avec l'année, c'est sûr que la relation avec nos clientes puis nos clients elle s'est développée. Puis maintenant, on est en mesure de mieux prévoir les inventaires grâce à ce dialogue-là qu'on a avec eux. Ensuite, on s'est intéressé à ce qui a trait, Marianne en parle un peu, à l'économie de service. Donc, nous, dès le départ, on offrait une garantie sur nos vêtements. Donc, s'il y a un défaut, c'est important pour nous que les clients reviennent nous voir, puis on est responsable de ça. Donc, on répare à l'atelier tous les achats. On peut modifier les pièces aussi selon les variations du corps des clients quand c'est possible. Puis, dans l'éco-conception, il y a aussi de penser dès la création à comment nos vêtements vont être entretenus par les clients. Donc, par exemple, nos vêtements ont toujours les mêmes boutons depuis au moins 8 ans. Donc, si quelqu'un perd un bouton, ben, c'est facile de le remplacer sans gaspiller les boutons restants. Puis, il y a moins de restants de production aussi à la fin d'une collection. On a commencé aussi à apprendre à nos clients à faire eux-mêmes les réparations. On donne des cours à l'atelier, on publie des capsules vidéo. Donc, dans une recherche de les rendre autonomes. Puis aussi, dans notre boutique, on vend maintenant le matériel pour qu'ils puissent s'équiper eux-mêmes pour réparer. Donc, ça plaît beaucoup puis ça valorise en fait le travail. Ensuite, la prochaine étape dans notre raisonnement, c'est qu'on s'est mis à s'intéresser au cradle to cradle, qui ressemble beaucoup à une partie en fait de l'économie circulaire. C'est en opposition à l'expression cradle to grave, donc du berceau à la tombe. Là, c'est du berceau au berceau. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est réutiliser des déchets principalement. On s'est demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire de plus radical pour arrêter de faire mieux, mais faire vraiment quelque chose de bien. Puis est-ce qu'on pouvait repenser les choses autrement, repenser nos processus, regarder avec une autre vision, puis sortir un peu de comment les entreprises de mode travaillent. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est décider d'annoncer à notre communauté qu'on faisait la collecte des vêtements en fin de vie. Donc, peu importe l'état dans lequel ils sont, ils peuvent nous rapporter les vêtements. Des fois, tu sais, on a des mauvais souvenirs ou on a trop aimé le vêtement, il est usé à la corde. Donc, nous, on les reprend. On les répare, on fait des dons aussi à des organismes selon leurs besoins parce qu'on ne veut pas non plus donner à des OBNL en réinsertion sociale ou en aide communautaire le fardeau du travail. Donc, on vérifie avec eux ce qu'ils ont besoin. Puis finalement, on s'est dit, on va transformer ce qui reste. Donc, en plus de transformer ce qui reste, un des problèmes qu'on a évalué, qu'on a mesuré,
c'est les retailles des retailles de nos productions. On s'est rendu compte qu'il en restait 1 tonne par année. Puis nous, la matière, c'est ça qui a le plus d'impact sur l'environnement, en fait, parce que quand elle n'est pas faite au Canada, parfois on l'importe. Elle a été teinte, Marianne en a parlé beaucoup. C'est là qui est un peu comme le plus gros impact négatif. Donc, on s'est dit, cette matière-là, il faut qu'on l'utilise à son maximum. Donc, on est devenu comme un peu obsédé pour la réutiliser. Donc, on fait des plus petits produits, mais il restait malgré tout 1 tonne de retaille. Donc, pour nous, 1 tonne, on trouvait ça impressionnant. Puis on avait comme ça nous brisait le cœur de voir ces sacs-là de belles matières partir à l'enfouissement. Donc, on a fait pendant à peu près 2 ans des tests, puis il y a encore des produits qui sont en recherche et développement actuellement. On travaille avec plusieurs collaborateurs, mais on a réussi à développer une nouvelle matière qui est super inspirante pour nous à partir de toute la fibre de tissu des vêtements en fin de vie et des retailles de production. C'est une matière qui n'est pas toxique. Puis ce qui est le plus intéressant pour nous, c'est qu'elle peut être transformée encore et encore sans perte de sa qualité. Donc, on a développé une collection d'objets comme les mobiles, les cintres, une série de lampes. Il y en a qui sont sur le marché, il y en a d'autres qui vont être ajoutés au courant de l'année pour justement les produire aussi de façon industrielle pour arriver à utiliser toute cette tonne de retaille-là. Donc, ce qui nous amène à avoir une production manufacturière qui, d'ici 2022, devrait être complètement zéro déchet, avec une utilisation totale. Puis ce qui est intéressant, c'est que ces objets-là peuvent être aussi rapportés et retransformés à la fin. Donc, l'idée, c'est qu'ils évitent l'enfouissement, puis qu'ils s'y retrouvent jamais. Donc, je vous laisse avec notre cycle de vie de nos produits. Avec tout ce qu'on a mis en place, c'est comme s'il n'y a pas de petits fils libres, là, tout est bouclé. On peut les transformer à l'infini, justement, pour éviter qu'il n'y ait rien qui soit perdu. Ça nous semblait utopique quand on a commencé à considérer ce graphique de cycle de vie-là, mais je pense qu'on y arrive. Puis d'ici 1 an, on devrait être comme à une production 100% zéro déchet. Puis si nos clients participent à nous rapporter leurs vêtements, ce qui semble très intéressant à faire, tout le monde collabore, puis ça fonctionne. Je vous laisse avec une petite citation de Brungard et McDonough sur la tragédie que je trouve forte. On a le choix entre prendre part à la solution et la résoudre ou faire partie de la tragédie. Nous, on a décidé d'essayer de trouver des solutions, justement, puis de s'impliquer pour le changement et non pas regarder passer la tragédie devant nous. Donc, j'espère que ça vous inspire. Puis, nous, on continue de présenter notre processus puis d'élargir notre collection d'objets au courant de l'année. Donc, gardez l'œil ouvert parce qu'on va continuer d'innover à ce niveau-là. Et voilà, je suis disponible si vous avez des questions, des conseils. Beaucoup, Anne-Marie. Oui, vraiment, là, vous avez dit, j'espère que je vous ai inspiré. Oui, vous nous avez inspiré. Moi, je trouve que dans votre processus, il y a de l'innovation, il y a de la passion et ça fait en sorte que, justement, vous atteignez vos objectifs et en plus, mon Dieu, vous mettez du beau dans nos vies. Alors, merci beaucoup, beaucoup. Et j'ai beaucoup aimé, il n'y a pas de fil qui pend. Hein, dans notre modèle, non, effectivement, il n'y a pas de fil qui pend. Tout a été bien cousu, tout a été bien attaché. Alors, merci infiniment. Comme je vous le disais, depuis le début, on va toujours vers vous pour les questions et je pense qu'Étienne en a déjà quelques-unes. Absolument. Donc, le textile est vraiment quelque chose qui touche les gens au propre comme au figuré. On a beaucoup de questions dans le chat. Donc, une pour débuter, avec l'accélération des modes, donc les vêtements deviennent obsolescents de plus en plus rapidement. Comment contrer cet élément-là pour s'assurer d'utiliser les vêtements le plus longtemps possible et qu'on ne devienne pas démodé après quelques mois seulement? Là? Tellement une bonne question, Marianne. Peut-être que vous pouvez nous aider. Ah, juste ouvrir votre micro, s'il vous plaît, ou c'est peut-être moi qui ne vous entends pas, juste vous assurer. Non, il n'était pas ouvert. Il n'y a pas de problème. Oui, effectivement, c'est toute cette question de mode éphémère, il faut la repenser complètement, en fait, parce qu'on ne peut pas produire aussi intensivement avec autant d'impact et pour ensuite le jeter, pour l'utiliser seulement une fois. Donc, il faut vraiment repenser notre façon de faire les vêtements. Si le but est de ne le porter qu'une seule fois, bien, faisons des vêtements qui n'ont pas d'impact et qui pourront l'être jetables. Mais sinon, évidemment, on n'est pas dans cette optique-là. Il faut penser les vêtements pour qu'ils puissent durer longtemps.
On ne parlera jamais assez d'éco-conception pour justement, comme Anne-Marie le fait, choisir des bons matériaux qu'elle va pouvoir transformer en fin de vie infiniment, dans le fond, pour qu'ils puissent être réinsérés dans le cycle. Oui, dans le fond, qui se retrouve chez Eric, chez Renaissance, puis que quelqu'un d'autre tombe en amour avec. Et comme ça, ben, le cycle se poursuit. Puis moi, je trouve que, puis peut-être que là, Anne-Marie, vous allez m'aider. Je ne suis pas un modèle de mode, mais je trouve qu'il y a des cycles de mode qui reviennent aussi. Donc, si on garde le moindrement longtemps, il y a peut-être des accessoires qu'on va pouvoir remettre au goût du jour. Bien, souvent, la mode, c'est une question d'association. On peut prendre une pièce puis la transformer selon les tendances. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de travailler au niveau de justement de ne pas se laisser influencer trop par les tendances éphémères, d'essayer de concevoir des pièces durables puis que nos collections sont interchangeables entre elles. Puis ensuite, c'est comment on les... Par exemple, Anne-Marie, durable, parce que est-ce que ça veut dire des couleurs qui sont plus sobres, des coupes qui sont plus passe-partout? Est-ce qu'il y a des... Je dirais, est-ce que comme designer, vous devez faire des choix qui sont parfois crève-cœur au niveau de votre créativité? Des fois, on se limite parce qu'on se dit, ça, dans un an, on va trouver que ça fait 2021. Ce qu'on fait quand on utilise beaucoup de couleurs, mais on va utiliser des pièces complètes, donc on ne mélangera pas deux tissus. Donc, ils peuvent être réinterprétés par la suite, justement, puis repensés pour s'adapter à d'autres tendances plus tard. Puis, tu sais, c'est dans l'air du temps un peu les tendances, donc on ne sait pas comment on va les porter avec le temps, mais c'est de les faire assez sobres puis assez versatiles, en fait, pour qu'elles puissent s'adapter. Tout à fait. Étienne, est-ce qu'on a d'autres questions? Avec la pandémie, avec l'explosion du commerce en ligne, est-ce que, peut-être une question pour M. Saint-Arnaud, est-ce que le réemploi pourrait utiliser le commerce en ligne comme levier pour démultiplier les impacts positifs? C'est une question importante, ça. Éric, est-ce que vous avez eu recours ou vous pensez avoir recours à différentes plateformes? C'est une question de défi, je crois, parce que l'usager, la différence entre l'usager et le neuf, c'est acheter un morceau neuf, on en a 5000, l'usager, on en a un. Les grandeurs ne sont plus exactement la même étant donné qu'ils ont été lavés. Donc, il y a une demande, mais la demande, c'est complexe parce qu'il y a aussi le prix. Plus on va dans l'électronique, plus ça devient dispendieux. Plus on est dans l'usager, c'est ça qui arrive. Donc, c'est de trouver l'équilibre. Nous, on est en recherche présentement à voir quel va être le meilleur des modèles, mais à date, nos magasins, on est un style de commerce où les magasins sont vraiment continuellement en croissance depuis les dernières années comparativement au textile régulier, où on voit un changement de paradigme pour aller vers plus le en-ligne. Mais à explorer, à trouver le modèle exact. Puis, il ne faut pas oublier que le en-ligne, comparativement à un magasin, il y a les gaz à effet de serre avec les transports, avec les échanges et les remboursements sans arrêt. On tend à croire que des fois, le en ligne, il y a moins de gaz à effet de serre et pourtant, des fois, il y a plus de gaz à effet de serre d'acheter en ligne. Et on peut le voir durant le temps des fêtes quand les gens vont chez Post Canada ou tout à fait. Le nombre de boîtes. C'est intéressant parce qu'effectivement, donc ce que vous nous dites, c'est que l'expérience d'aller chez Renaissance, là, ça reste encore une bonne chose maintenant qu'on peut aller dans les boutiques. Mais en temps de COVID, moi, j'étais curieuse aussi de votre côté de savoir, est-ce que la confiance, vous avez parlé là, justement des gens qui ont des boîtes qui ne sont pas des boîtes dédiées. Est-ce qu'il y a un bris de confiance où les gens continuent de faire confiance et d'aller porter les choses dans les boîtes? Les gens continuent à faire confiance. Je pense que tantôt, Marianne le mentionnait, la quantité de biens qui est présentement jetée, elle est énorme. Donc, moi, je pars du principe qu'il faut davantage éduquer la population sur le bien de venir donner. Je crois qu'aujourd'hui, les donateurs, les citoyens continuent à vouloir donner puis prendre soin, mais il faut continuer à instruire les gens. Puis c'est la même chose que le compost, c'est la même chose que redonner, c'est la même chose que comment consommer. Vous parliez tantôt de la fast fashion, des items qui sont faits à bas prix. Bien, il y a un changement de paradigme. Oui, je pense juste qu'il faut continuer à parler, informer les gens sur le bien-être de redonner et de reconsommer. Parce que Exactement. Exactement. Bien, merci. Étienne, est-ce qu'il y a d'autres questions de votre côté?
Oui, ça se poursuit. Donc, une question pour les vêtements responsables. Donc, on veut diminuer l'empreinte écologique, on veut des matériaux sains, locaux, avec du réemploi, mais il peut y avoir des perceptions des fois un peu négatives du grand public sur la qualité ou le look. Donc, comment briser ces barrières-là pour essayer de diffuser ce type d'habillement au plus grand nombre? Donc, qu'est-ce qui accroche les clients sur ce type d'habillement? Marianne, je pense que ça, c'est dans vos cordes. En fait, peut-être les gens accrochent sur le fait qu'ils croient que les vêtements faits ici sont de moins bonne qualité. Est-ce que c'est ça le commentaire? Non, je pense qu'en fait, c'est plus comment on fait pour dorer le blason de du vêtement éco-responsable, si j'ai bien compris. Alors, est-ce qu'il y a un travail à faire? Tantôt, Éric parlait d'éducation. Est-ce qu'il y a un travail à faire pour rendre justement le vêtement éco-responsable, je reviens avec ma coolitude, là, de rendre ça vraiment comme tendance? Mais en fait, le frein, là, présentement, à ce que les consommateurs achètent des vêtements responsables, c'est le coût. C'est les vêtements qui sont faits en petite production, en petite quantité ici, avec des matériaux de meilleure qualité, coûtent plus cher. Il est là, le frein, là. C'est pas... Enfin, je suis pas une anthropologue, là. Mais donc, ce qu'il faut faire, c'est de convaincre les gens de l'importance d'acheter des vêtements qui vont durer longtemps, dont ils se tanneront pas, qui vont toujours trouver beaux, qui vont être faciles à ajuster. Le corps change au fil des années. C'est une des raisons principales pourquoi les gens donnent les vêtements. Donc, il faut que les vêtements puissent être modifiés sur leur corps, les suivre au fil des années. Les matériaux durs, les entreprises offrent des garanties, des garanties de remplacement, de réparabilité. C'est ça qui va convaincre les usagers d'acheter des vêtements, je veux dire responsables, enfin, des vêtements de qualité, c'est ça qu'on devrait dire. Ah, c'est intéressant. Effectivement, on change le vocabulaire. Hein? On voit les choses autrement. C'est des vêtements qui durent, des vêtements qui s'adaptent et des vêtements avec lesquels viennent un service. Et c'est ce dont vous parliez tantôt, la capacité de retourner, de dire, bien, il y a un problème, il y a un accro, il y a telle chose, bien, on peut le réparer en atelier et vous le retournez. On n'est pas obligé de s'en départir nécessairement. Si je peux ajouter quelque chose, certainement. Il y avait une perception des vêtements éco-responsables il y a une dizaine d'années où c'était des vêtements très granaux, avec des couleurs terreuses, des imprimés d'arbres ou des signes de recyclage. Il y avait ça, nous, quand on a commencé en 2007-2009. Mais là, on n'est plus là du tout. Là. On peut trouver de tous les styles, toutes les tendances, faites locales puis faites éco-responsables. Ça a vraiment dépassé ces clichés-là et tant mieux. Fait que je pense que, comme Marianne dit, maintenant, c'est plus le style, c'est peut-être le prix ou l'accessibilité. Il y a une question d'éducation, évidemment. C'est difficile pour la clientèle de s'y retrouver dans tout ce que les entreprises disent qu'elles font de responsable. Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Qu'est-ce qui est réellement responsable? Puis c'est là où il y a de la communication à faire. De donner des repères aussi, Marianne, peut-être, de donner des repères aux citoyens pour qu'ils puissent voir que ce que ça veut dire, tout ce qui est dit par les entreprises, donc des certifications, des reconnaissances qui nous donnent des balises pour choisir. Oui, puis au-delà de ça, qui sait qu'il y a une différence entre la viscose puis du lyocell? Pourtant, c'est la base, c'est la même, c'est les deux, c'est des fibres artificielles, mais il y en a une dont le procédé est hyper polluant, il est interdit en Amérique, alors que le lyocell, lui, c'est un procédé en boucle fermée qui valorise tous les intrants. Il y a beaucoup d'éducation à faire encore et on y est, là, dans le fond. Des entreprises comme Atelier B et d'autres qui sont des têtes d'affiche, le font très bien. C'est sur ces entreprises-là qu'il faut compter, puis il faut continuer à les accompagner. Bien, c'est intéressant. Merci beaucoup, Marianne, parce que justement, je pense qu'il y aura des choses aussi à faire. Je faisais des farces tantôt, je parlais des cours d'économie familiale, mais il y a peut-être dans nos cours de citoyenneté et tout ça, il y a peut-être des choses à mettre justement dans cette éducation-là. On l'a vu avec les lunchs zéro déchet, ça fait toute une différence quand on commence jeune à être sensibilisé. Marianne Coquelicot-Mercier, conseillère en économie circulaire pour l'industrie du textile, Éric Saint-Arnaud, directeur général de Renaissance, et Anne-Marie Laflamme, cofondatrice d'Atelier B. Merci beaucoup de nous avoir présenté justement cette chaîne qui tend à être plus circulaire et qu'on souhaite plus circulaire dans le textile. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.
Alors, on enchaîne maintenant avec une petite question quiz parce qu'on a envie de savoir si vous avez aimé ça aujourd'hui et notre façon de le faire, notre façon de valider votre appréciation du menu qu'on vous a présenté, c'est est-ce que vous allez être avec nous demain? Alors, oui, je serai au poste ou je serai malheureusement pas parmi nous. Ben pourquoi? Il me semble qu'on a un programme extraordinaire parce que, je vous le disais, aujourd'hui, on a regardé la base, hein? Se nourrir, se vêtir, se loger. Base de la pyramide de Maslow. Demain, on va aller encore un pas plus loin. On va parler de territoire pour favoriser les boucles courtes. On va aussi parler de la réparation et de la fin de l'obsolescence programmée. Est-ce qu'on peut quand même souhaiter cette fin-là? Et d'éco-conception. Puis, il ne faut pas les oublier, les outils financiers pour accélérer le changement, parce que M. Blériot l'a dit dès le départ, il faut voir le cycle autrement. Il faut repenser les choses. Alors, est-ce qu'on a la question? Est-ce que les gens seront avec nous? Je pense que oui, les gens vont être avec nous. Merci infiniment. Moi, je vous donne rendez-vous un peu avant 8 heures. On part ça à 8 heures demain matin toujours, mais un peu avant 8 heures pour savoir que vous êtes bien là. S'il y a des petits pépins techniques, qu'on est capable de vous aider. Et ce sera cette deuxième journée des assises sur l'économie circulaire au Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.